Bonjour, mon nom est Éric Dupont et je suis chef de service adjoint du service des spécifications. Je vais vous présenter aujourd'hui la NBN S23002 partie 2, calcul des épaisseurs du verre. Cette norme fait partie d'un ensemble de 3 normes. La première qui permet de choisir le verre de sécurité. La deuxième que je vais vous présenter maintenant est une méthode de calcul de l'épaisseur du verre. Et la troisième traite de tableaux prédimensionnés sur base des principes exposés dans la partie 2. Le but de ma présentation n'est pas d'expliciter toutes les formules de la partie 2, mais bien d'en mettre l'accent sur les principes et de vous présenter ce qui est particulier dans le cas du verre, c'est-à-dire la pression dans les cavités du vitrage isolant et les paramètres qui l'influencent. Une bonne compréhension du présent exposé présuppose des connaissances suffisantes en ce qui concerne les eurocodes et la résistance des matériaux. Un petit historique du calcul du verre. Jusqu'en 2014, le modèle plaque utilisé était un modèle linéaire, celui de Timoshenko. Dans ce modèle, les déformations et les contraintes sont directement proportionnelles à la charge. Ce modèle est correct pour les plaques sur 2 ou 3 appuis continus et sur les plaques pour 4 appuis continus, mais uniquement dans le cas des petites déformations. En effet, il ne tient pas compte de l'effet membrane que l'on observe dans les plaques sur 4 appuis. Sur 4 appuis, le modèle linéaire est bon jusqu'à des déformations n'excédant pas la moitié de l'épaisseur du verre, ce qui est rarement le cas dans le cas des plaques minces. Au-delà, il mène à des surdimensionnements, principalement dans les grandes plaques où les déformations peuvent excéder plusieurs fois l'épaisseur du verre. Il faut alors utiliser le modèle non linéaire, qui est juste dans toutes les situations sur 4 appuis. En résumé, le modèle avec des petits déplacements est valable pour les 2 et 3 appuis et 4 appuis avec des petites déformations. Le modèle non linéaire est valable pour les plaques sur 4 appuis avec grande déformation. Avant 2014, pour le vent, c'était la NBN B02003 avec des paramètres particuliers, comme par exemple la période de retour qui était de 3,33 ans et la vitesse du vent qui était unique pour toute la Belgique de 23,3 mètres secondes. En 2018, maintenant, on a la NBN EN 1991-1-4 qui est en révision, mais avec une période de retour de 25 ans et des vitesses de base de 23 à 26 mètres secondes. Pour ce qui était de la neige, on prenait une période de retour de 50 ans et on voit là qu'il y a déjà une certaine incohérence. Pourquoi prendre 50 ans pour la neige et 3,33 ans pour le vent? Et on multiplie en plus les 50 ans par un coefficient de 1,6. La neige actuellement, on prend la NBN EN 1991-1-3 et on prend aussi une période de retour de 25 ans, ce qui est nettement plus cohérent. Le poids propre, avant 2014, était multiplié par 1,6 et nous allons voir pourquoi toutes les charges étaient multipliées comme ça par certains coefficients avant 2014. Actuellement, en 2018, eh bien, le poids propre, c'est le poids propre, on ne le multiplie plus par un coefficient spécifique. Et pour le vitrage isolant, la variation de pression interne était égale à 1,3 fois le vent. Ça n'a pas beaucoup de sens puisque dans le vitrage isolant, la variation de pression interne, elle est fonction de la température, de la pression atmosphérique et de la déformation du verre principalement. Actuellement, on tient compte aussi des fréquences propres.
il est à remarquer au sujet du vent qu'il n'y a pas de constante entre les pressions dynamiques calculées suivant la NBN B02-003 et celle suivant la NBN et N1991-1.4. Les coefficients de pression se calculent différemment, il n'y a pas de relation linéaire. Le choix des classes de conséquences et des facteurs partiels matériaux et des charges. Qu'est-ce qu'une classe de conséquence? C'est une base statistique qui permet de choisir la fiabilité, donc la sécurité, en fonction des conséquences économiques et humaines de la défaillance de l'élément calculé. Les Eurocodes proposent 3 classes de conséquences. La classe de conséquence 1, dont les conséquences sont faibles. Par exemple, si j'ai une structure d'un hangar qui est faite pour stocker du foin, eh bien, l'effondrement de ce hangar ou des problèmes structurels de ce hangar ne menacent pas directement la sécurité des gens. Par contre, en classe 2, on a des structures de logement. Donc, les conséquences pour le service et la vie humaine sont déjà différentes en ce qui concerne la structure. Et une classe 3 de conséquences pour lesquelles la conséquence d'une défaillance est importante. Par exemple, un théâtre, il est clair que si un théâtre bondé s'effondre, eh bien là, il y a de gros dégâts humains et économiques. Hors Eurocode, on a 2 classes de conséquences. La classe de conséquence 4, qui est très haute, par exemple utilisée dans le nucléaire, et la classe de conséquence 0, qui est très faible et qui, elle, s'applique aux éléments de remplissage. Ce qui nous permet de distinguer les structures principales des structures secondaires et d'appliquer des coefficients partiels différents en fonction des classes de conséquences. Si je prends un ouvrage Verrier qui tombe sous les Eurocodes, la PRIN 19100, qui est actuellement en cours d'élaboration au CNTC 250, nous propose les coefficients de partiels relatifs aux matériaux en fonction des classes de conséquences de 1,6 pour la classe de conséquence 1. Pour ce qui est des verres précontraints, on prendra le 1,1 en fonction du type de technique de précontrainte. Pour la classe de conséquence 2, on considérera un coefficient partiel matériaux de 1,8 et de 1,2 pour ce qui est des verres traités thermiquement, et 2 et 1,3 pour la classe de conséquence 3. Pour ce qui est de la classe de conséquence 0, la NBN S2302-2 propose 1,8 et 1,2 qui sont en fait ceux de la classe de conséquence 2. J'expliquerai pourquoi, il y a une raison pratique, mais il est clair qu'il faudra revoir cela en fonction de la parution prochaine des Eurocodes concernant le verre. Les vitrages pour fenêtres sont en grande majorité de classe de conséquence 0. L'annexe belge définit, donc de la EN de l'Eurocode 0, définit ce qu'est un élément secondaire. C'est un élément dont le mode de remplacement est prévu lors de la construction et, très important, dont la défaillance n'a de conséquences que sur sa propre stabilité ou résistance et sur les éléments de remplissage non structuraux qu'il supporte. Donc, un élément secondaire ne peut pas avoir, lors de sa défaillance, de conséquences sur la structure principale. Le vitrage pour une utilisation normale est donc un élément secondaire et sa fiabilité et par là les coefficients partiels peut donc être adaptée. Attention, tous les éléments de remplissage ne relèvent pas de la classe de conséquence 0. Si je prends par exemple un plancher, il est clair que le plancher soit
en bois, en verre ou en béton, la classe de conséquence sera toujours la même. Si l'élément cède, les conséquences sont toujours les mêmes. Et certains éléments, certaines situations, évidemment, nécessitent une classe de conséquence appropriée. Comment détermine-t-on la résistance de calcul du verre recuit? Elle est fonction de plusieurs paramètres. Tout d'abord, de la résistance caractéristique déterminée par essai, affectée d'un coefficient partiel que j'ai déterminé précédemment. Elle est aussi facteur d'un coefficient de bord qui tient compte de l'influence du bord sur la résistance de calcul du verre en fonction du fait que celui-ci soit brut de coupe, soit rodé, et d'un coefficient de surface qui lui tient compte de l'état de surface. Donc si le verre est plat ou si le verre est imprimé, donc en relief, sa résistance sera différente. Le verre présente aussi la particularité d'être micro-fissuré à sa fabrication et de ce fait, sa résistance diminue avec la durée de la charge. En effet, la combinaison du temps et du niveau de contrainte favorise la propagation des micro-fissures et cela peut aller jusqu'à la rupture. Ce phénomène est connu sous le nom de fatigue statique. Le verre présente aussi la particularité de cicatriser partiellement ces fissures, c'est-à-dire que dans certaines conditions d'humidité et de contrainte, la microfissuration diminue. Pour tenir compte de ce comportement, un coefficient modificateur K-mod est introduit dans la résistance de calcul du verre et il tient compte de la réduction de la résistance du verre en fonction de la durée d'application de la charge. Ce coefficient est loin d'être négligeable puisqu'on peut observer qu'après une durée de 5 heures, la résistance n'est plus que de 60% de la résistance initiale du verre. Comment détermine-t-on la résistance de calcul du verre précontraint? Eh bien, un verre précontraint est un verre qui a subi un traitement thermique qui comprime ses surfaces. Sa résistance comprend donc deux composantes, une relative à la compression des surfaces affectée d'un coefficient partiel qui lui dépend de la technique de précontrainte. Une fois que la précontrainte est compensée par la charge, le verre se comporte comme un verre recuit et donc la deuxième composante est identique à celle du verre recuit. Quel est le coefficient modificateur K-mod que je dois considérer pour la charge de vent? Autrement dit, quelle durée vais-je considérer? Est-ce que c'est la durée d'une rafale qui est 3 secondes, d'une rafale de vent, ou est-ce que c'est autre chose? Si j'analyse le spectre des tempêtes, le spectre de la tempête du 25 janvier 1990, le mois de janvier 1990 étant plutôt le mois des tempêtes parce qu'on a eu une dizaine de grosses tempêtes ce mois-là, dont deux exceptionnelles, une le 25 janvier et une à peu près un mois plus tard. Eh bien, je constate que durant cette tempête qui dure quand même de 12 à 18 heures, j'ai 3 décrochements où la vitesse de la tempête a augmenté considérablement. 3 décrochements qui durent 10 minutes. Ceci a été enregistré à Beauvechain, donc dans une catégorie de rugosité 2. Si je prends maintenant la même tempête enregistrée à Uccle, j'ai aussi ces 3 décrochements de la vitesse qui durent à peu près aussi 10 minutes, mais l'intensité de turbulence est nettement différente, nettement supérieure, je vais dire, à celle de Beauvechain parce que je me situe en catégorie de rugosité 3, ville 4. Hein, donc c'est la banlieue ou la ville. Et donc j'ai une surface du sol beaucoup plus rugueuse qui provoque nettement plus de turbulence.
Ces tempêtes ne sont pas rares parce que si ici j'ai une carte des tempêtes de 1990 et donc je vois que elles prennent tous des chemins différents, d'où la probabilité de tempête adoptée par l'Eurocode vent, mais j'en ai une série significative ici. Donc c'était un peu plus tard, c'était en janvier 2007 où j'ai eu la tempête Cyril et là on voit quand même que à la frontière allemande et autrichienne, j'ai une pointe de vent de 202 km/h enregistrée. Le K-mode a de toute évidence un gros effet sur la résistance de calcul, puisque si je considère la rafale de 3 secondes, j'aurai quasi 1, et ma résistance de calcul du verre sera de 25 mégapascales. Si je prends 10 minutes, j'aurai un K-mode de 0,74, et la résistance de calcul du verre sera alors 18,54 mégapascales. Dans la NBN, nous avons fait le choix de 10 minutes. C'est en discussion au niveau européen. Peut-être qu'il y aura quelque chose à modifier, mais pour le moment, rien n'indique, en tout cas à mon sens, je n'ai pas de preuve que le K-mode du verre doivent être déterminés avec une durée de référence de 3 secondes. Pour les autres charges, il y a moins de discussions. La neige en Belgique, ce sera 3 semaines parce que c'est comme ça dans les données météorologiques. Les charges dues à l'entretien, la durée de charge due à l'entretien, 30 minutes. La pression interne du verre isolant, là aussi, on peut en discuter. Mais le fait est que la combinaison des différents paramètres qui influencent la pression interne dans le verre isolant peut, à mon sens, raisonnablement être amené à 2 heures. Pour le poids propre, ce sera 25 ans pour les structures secondaires. Un élément important du calcul des vitrages est le calcul de la pression qu'il y a dans les cavités d'un vitrage isolant. En effet, lors de sa fabrication, le vitrage isolant est scellé, la cavité est fermée, et la pression qui règne alors dans la cavité est celle de l'atelier. Par la suite, cette pression dans la cavité sera influencée par 3 composantes que je peux détailler comme suit. Une charge permanente qui résulte de la différence d'altitude entre le site de pose et le site de fabrication, c'est la pression barométrique. Si je produis mon vitrage en altitude, en haute altitude et que je le pose à basse altitude, alors la colonne d'air agissant sur le vitrage va augmenter et le vitrage va avoir tendance à se cintrer vers l'intérieur. Par contre, si le vitrage est produit à basse altitude et posé à haute altitude, alors la colonne d'air agissant sur le vitrage diminue et le vitrage va avoir tendance à bomber. C'est la pression barométrique que l'on peut éviter soit en équilibrant le vitrage sur le site où il est posé, soit en prévoyant lors de la fabrication une pression intérieure dans les cavités égale à celle que l'on aura sur le site de pose. La deuxième composante de la pression dans la cavité d'un vitrage isolant est une charge variable et elle est la différence de pression atmosphérique entre le scellement du vitrage et l'instant T. La pression atmosphérique correspond à la pression générée par le poids de la colonne d'air en un lieu donné. Celle-ci n'a donc de sens que pour une altitude déterminée et je pourrais donc considérer, et je dois donc considérer que la pression barométrique est incluse dans la pression atmosphérique. Pourquoi fait-on une différence dans la considération de ces deux charges? Parce que, comme on l'a vu précédemment, le verre est sensible à la durée de charge. Or, une partie de la charge constituée par la différence de pression atmosphérique est
permanente, c'est ce qu'on appellera la pression barométrique, et l'autre est variable. Ça n'a pas de sens d'additionner les extrémas de la différence d'altitude, donc de pression barométrique, à celle de la différence de pression atmosphérique, parce que si on le fait, on considère 2 fois la pression barométrique. Et donc, dans le calcul et dans la méthode qui est donnée, ce sont des paramètres de référence à utiliser pour le calcul. La deuxième charge variable, c'est la température. Le gaz peut se dilater ou se contracter, et donc elle est due à cette charge est due à la différence de température des gaz dans la lame d'air entre le moment du scellement et n'importe quel moment ultérieur. Cette température, à un instant T, va dépendre de quoi? De la température extérieure, de la température intérieure, des caractéristiques spectrométriques du vitrage, de la radiation solaire qui dépend elle-même de l'orientation du vitrage, de son inclinaison et de la position du soleil, c'est-à-dire du jour et de l'heure. Tout ça est assez compliqué. On a toute une série de paramètres à analyser. Est-ce que c'est important? Oui, principalement pour les petits vitrages, et la suite de l'exposé le montrera. Mais encore une fois, ici, ce sont des paramètres de référence, des paramètres que l'on va prendre pour le calcul et dont la combinaison est raisonnable. Combiner tous les extrémums n'a pas de sens et mènera à des impossibilités du point de vue conception des vitrages. Deux situations sont à distinguer dans le calcul des combinaisons de charge. Celle des situations anticycloniques où il n'y a pas de vent, la pression de la cavité est donc la charge variable dominante, ce que je vais traiter dans ce slide, et celle des situations cycloniques de tempête où la pression de la cavité est alors une pression d'accompagnement que je traiterai dans un slide suivant. J'ai deux anticyclones, l'anticyclone hivernal où j'ai la contraction des gaz et l'anticyclone estival où j'ai une dilatation des gaz dans la cavité. La charge dominante est alors calculée avec les paramètres suivants, donc c'est donc la pression dans la cavité que je vais calculer avec une altitude du site de production de 150 mètres, une altitude de chantier de 100 mètres, j'ai donc une augmentation de la colonne d'air et donc un cintrage vers l'intérieur du vitrage, une température minimum de production de 18, une maximum de 23, une pression minimum de scellement de 97 500, une maximum de 102 500. Je suis en situation anticyclonique, donc j'ai une haute pression atmosphérique à l'instant T de 102 500. Je suis en situation hivernale, la température extérieure est de -8, température intérieure est de 20 et je me mets dans des conditions nocturnes, c'est-à-dire 0 watts par mètre carré de radiation, donc celle qui favorise la contraction des gaz. Comme charge d'accompagnement, je n'aurai pas de vent puisque j'ai un anticyclone et par définition je n'ai pas de vent. Par contre, je peux avoir de la neige puisque après une chute de neige, je peux avoir une situation anticyclonique très importante, un refroidissement des températures et donc je fixe la neige à ce moment-là. En anticyclone estival, j'ai une charge dominante qui peut être calculée avec les paramètres suivants qui sont proposés dans un article du CSTC mais qui ne font pas partie de la norme NBN S23 pour le moment. J'ai une altitude du site de production de 0 mètres, une altitude de chantier de 150 mètres, une température minimum de production de 18 degrés, une maximum de 23, une pression atmosphérique minimum de scellement de 97 500, une maximum de 102 500. Je suis en situation anticyclonique, donc j'ai une haute pression atmosphérique, je considère 102 500. J'ai une température extérieure de 29 degrés, une température intérieure de 25 degrés et une radiation solaire de 752 watts. Les charges d'accompagnement,
Eh bien, je n'en aurai pas puisque, par définition, je suis dans un anticyclone et je n'ai pas de vent et c'est difficile lors de l'été d'avoir de la neige, donc je n'ai pas de charge d'accompagnement. C'est l'anticyclone hivernal est bien détaillé dans la NBN S23002-2, tandis que pour l'anticyclone estival, la NBN S23002 ne fait qu'un avertissement, mais un article complémentaire du CSTC explique le pourquoi de ces paramètres de calcul. Ce sont, encore une fois, des paramètres de référence, c'est-à-dire que je n'essaye pas de trouver tous les maximums. Et si tel était le cas, alors je provoquerais des situations où je n'ai pas de solution. D'où viennent ces températures extérieures 29 et cette radiation solaire de 250 watts par mètre carré? Eh bien, elles viennent en fait d'un programme qui combine à la fois l'orientation de la façade, la pente, ici la pente, et les températures. Et donc on voit par exemple que pour les façades, eh bien, le 22 juillet à 16h, 16h heure solaire je précise, eh bien j'aurai une radiation maximum de 752 watts par mètre carré et une température extérieure de 29 degrés. Ces données proviennent de l'IRM et ceci provient d'un programme permettant de calculer les trajectoires solaires. La courbe en orange est celle d'une façade orientée à l'est. La courbe en bleu est celle d'une façade orientée sud-est. La courbe en gris est celle d'une façade orientée au sud. Le soleil à ce moment-là est très haut dans le ciel. Et donc sa radiation incidente sur le vitrage est plus petite que celle observée dans les autres situations. La courbe en vert est la situation sud-ouest et la courbe en jaune est la situation la plus défavorable qui est une orientation sud-ouest à 16 heures où on observe une température de 29 degrés et une radiation de 752 watts. On peut faire le même exercice pour les toitures et on constatera alors que en toiture inclinée, c'est la toiture inclinée à une trentaine de degrés qui est la plus défavorable, je ne l'ai pas noté, mais on observe une radiation beaucoup plus importante qu'en façade, on a là 1037 et une température de 29 aussi, donc la température maximum étant observée vers 14-15 heures. Hein, là. Et on peut faire le même exercice en toiture plate et on obtiendra pour cette situation-là une radiation de 909 watts par mètre carré. Après avoir détaillé les situations anticycloniques où la pression dans la cavité est dominante, quelles sont les situations où cette pression est une charge d'accompagnement? Eh bien, ce sont les situations cycloniques, de tempête, où cette pression de cavité est une charge d'accompagnement. Les relevés de l'IRM nous révèlent que les tempêtes se produisent à mi-saison par des températures extérieures variant entre 0 et 10 degrés. On recherchera donc la situation où la dilatation du vitrage est la plus défavorable, c'est-à-dire à la température de 10 degrés. On a donc dans ce cas-là une charge dominante qui est le vent et une charge d'accompagnement qui est la pression de cavité déterminée dans ces conditions qui sont données par la NBN S23002. On a donc une différence d'altitude positive, c'est-à-dire que le vitrage est produit plus bas que son site, que le site où il sera installé. Une température minimum de production de 18 degrés, maximum de 23. Une pression atmosphérique minimum au scellement de 97 500, maximum de 102 500. On est en situation
de tempête cyclonique, donc la pression à l'instant T, la pression atmosphérique sera de 97 500 pascal. La température extérieure, on recherche la dilatation des gaz, sera la température maximum en conditions cycloniques, c'est-à-dire de 10 degrés, et on aura une petite radiation solaire de 200 watts. La deuxième situation à étudier, c'est donc le cyclone hivernal. Celui-ci se produit à 0 degré. On a une contraction de la cavité. On a une charge dominante qui sera soit le vent, soit la neige. Une première charge variable dominante d'accompagnement, pardon, qui sera soit la neige, soit le vent, et une deuxième charge d'accompagnement qui sera calculée dans les paramètres donnés, donc le cyclone hivernal, donné par la NBN S23002 partie 2. Ce sont les mêmes paramètres que dans la situation de mi-saison, excepté que la température extérieure sera de 0 degré et que la radiation solaire sera de 0 watts par mètre carré, puisqu'on recherche la contraction des gaz. La contraction du vitrage, ce sera donc une situation nocturne. Là, le cyclone mi-saison sera défavorable pour le verre extérieur avec le vent en dépression, le verre intérieur avec le vent en surpression, tandis que le cyclone hivernal sera défavorable pour le verre extérieur en surpression et le verre intérieur en dépression. Un petit mot sur tous ces paramètres sont détaillés dans la NBN S23002. Ce sont une nouvelle fois des paramètres de référence, pas forcément des extrêmes. Un petit mot sur les coefficients de combinaison. Dans la plupart des conceptions, on utilise les combinaisons caractéristiques à l'ELS et fondamentales à l'ELU. Et dans beaucoup de codes, comme par exemple la DIN 18008 sur le calcul du verre, tous les coefficients de combinaison sont égaux à 0,6 pour toutes les charges variables. Or, la valeur de 0,6 a été déterminée pour une combinaison de deux charges variables en combinaison fondamentale et caractéristique, c'est-à-dire dont la probabilité d'occurrence est d'une fois sur la période de retour considérée. Il est donc évident que pour combiner plus de deux charges variables, ce qui est toujours le cas en vitrage isolant, puisque j'ai toujours au moins le vent plus la neige en accompagnement, mais plus de charges variables qui sont celles de la cavité, la pression atmosphérique et la température, et donc le coefficient de combinaison est inférieur à 0,6. C'est pourquoi dans la NBN S23002, on considère un coefficient combinaison psi0 égal à 0,3. La rigidité du vitrage a un effet important sur la pression qui va se développer dans la cavité. Et un paramètre important influençant la rigidité, c'est la dimension du petit côté. Alors, à l'aide d'un exemple, je vais vous montrer quels sont les ordres de grandeur de pression de cavité qu'on peut obtenir en fonction de la dimension du petit côté et de la température. Je vais considérer un double vitrage de 2 x 4 mm. Je vais faire varier la largeur du vitrage et je vais prendre comme longueur 1 mètre. Pour fixer les idées, 1000 pascal, c'est à peu près 145 km/h de vent. 3000 pascal, c'est à peu près équivalent à un vent de 249 km/h. Je vais donc faire varier la largeur du vitrage. En été, j'aurai une dilatation de celui-ci et en hiver, j'aurai une contraction. Je vais dans un premier temps considérer un vitrage 4-12-4 basse émissif avec une valeur UG de 1,2 watts par mètre carré. Je calcule les températures à l'aide de la NBN S23002 dans la cavité. En anticyclone hivernal, j'aurai 5,2 degrés centigrades. En anticyclone estival, j'aurai jusqu'à 37 degrés dans la cavité. Et ce que j'observe, c'est que pour
des vitrages dont le petit côté est inférieur à 0,5 m, eh bien, la pression augmente significativement. Et que pour le vitrage basse émissif, ce sera la situation hivernale la plus défavorable puisque je peux avoir jusqu'à 4000 pascal, moins 4000 pascal dans un tout petit vitrage. Je considère maintenant un vitrage absorbant. Je fais le même exercice. En anticyclone hivernal, j'ai la même température que pour le vitrage basse émissif puisque je n'ai pas de radiation. Je considère une situation nocturne. Tandis qu'en été, eh bien, je peux monter avec un vitrage jusqu'à 52 degrés et donc une pression qui augmente significativement dans le vitrage absorbant puisque je vais à plus de 4000 pascal pour les tout petits vitrages. Si maintenant je fais varier le volume d'air en faisant varier, en augmentant l'espaceur jusqu'à 18 mm, eh bien là j'aurai une pression qui peut aller jusqu'à 6000 pascal dans un tout petit vitrage, ce qui est évidemment difficile à supporter, aussi bien pour le verre que pour le scellement. Pour ceux qui préfèrent les chiffres, j'ai rajouté les chiffres, comme ça on voit l'influence des différents paramètres. Je fais le même exercice, donc j'étudie le petit côté, mais dans la situation où j'ai un triple vitrage. J'ai trois vitrages, trois verres de 4 mm qui constituent mon triple vitrage, toujours une largeur d'1 mètre. Je considère un verre basse émissif et la température donc dans la cavité extérieure qui sera en anticyclone hivernal de moins 0,3 degrés et en anticyclone estival de 50 degrés centigrades. Et je vois que dans ce cas-ci, c'est déjà la situation estivale qui est la plus défavorable puisque je monte à légèrement plus de 6000 pour les tout petits vitrages. Si je prends un verre absorbant maintenant, je monterai jusqu'à 9000 pascal pour les tout petits vitrages. Même pour les vitrages de 0,5 de large, j'ai encore de 0,5 m de large, j'ai encore une pression significative puisque elle est aux environs de 2000 à 3000 pascal. Et si maintenant je considère un espaceur de 18 mm, 2 fois 18 mm, cavité extérieure, cavité intérieure, eh bien là les pressions montent très fort puisque je peux obtenir dans la cavité extérieure jusqu'à 12 000 pascal. Donc le phénomène est à peu près le même que pour les doubles vitrages, excepté que l'ordre de grandeur est différent. Pour ceux qui préfèrent de nouveau les pressions calculées à l'aide des paramètres de la NBN, je donne le tableau. Un deuxième paramètre constructif qui a de l'influence sur la rigidité et donc la pression qui règne dans la cavité, eh bien, c'est l'épaisseur des verres. Je vais étudier dans un premier temps un double vitrage et faire varier la composition du vitrage de 2 verres de 3 mm à 2 verres de 4 mm, 2 verres de 5 mm et comme ça jusqu'à 8 mm. Je considère toujours un vitrage qui est là basse émissif dans plusieurs situations, donc dans la situation hivernale, estivale et dans la situation estivale où j'ai un verre absorbant, donc la courbe en jaune, et on voit que là, plus j'augmente l'épaisseur du verre, plus j'augmente la rigidité et plus ma pression dans la cavité augmente. Si maintenant j'étudie les contraintes, ce sont les courbes en pointillés et je vois que lorsque je passe d'un verre 3,3 à un verre 4,4, non seulement j'augmente ma pression dans la cavité, mais malgré que j'augmente l'épaisseur du vitrage, eh bien la contrainte en flexion dans le vitrage augmente. Et ce n'est qu'à partir
de verre relativement épais que ma courbe commence à avoir un sommet et après on verra à s'inverser. Donc dans certaines situations, il est plus favorable de d'adopter de faible épaisseur de verre. Augmenter l'épaisseur de verre ne va pas solutionner le problème, du moins dans un premier temps. Là, je vous donne les tableaux et les pressions observées ainsi que les contraintes. Si maintenant je fais le même exercice en triple vitrage, je vais considérer un vitrage avec deux intercalaires de 12 et je vais faire varier, deux espaceurs de 12 et je vais faire varier l'épaisseur du vitrage. Je vais étudier la pression et la contrainte. De nouveau, plus j'augmente la rigidité, plus j'augmente l'épaisseur, plus j'augmente la rigidité, plus la pression à l'intérieur du vitrage augmente, et elle va jusqu'à des 10-11 000 pascal pour le cas d'un vitrage absorbant. Et dans un premier temps, tout comme en double vitrage, eh bien, j'observe que si j'augmente l'épaisseur du vitrage, j'augmente non seulement la pression, mais j'augmente la contrainte dans le vitrage, malgré l'augmentation de son épaisseur. Et ce n'est que en ayant augmenté significativement les épaisseurs que la contrainte commence à diminuer, malgré que la pression augmente. Et donc, de nouveau, dans ces cas-là, l'intérêt n'est pas toujours d'augmenter l'épaisseur du vitrage, mais quelquefois de la diminuer. Donc en triple vitrage, évidemment, d'autres ordres de grandeur qu'en double vitrage. Et pour ceux qui préfèrent les tableaux au dessin, aux figures, j'ai aussi ajouté les pressions et les contraintes. Un deuxième paramètre qui influence fortement la pression dans la cavité, c'est le volume de gaz. Et le volume de gaz, en termes de paramètres constructifs, ce sont donc les écarteurs entre les verres. Je vais donc étudier la pression dans la cavité en fonction des écarteurs et de la température, et je vais faire le même exercice avec un vitrage double de deux verres de 4 mm, dont les dimensions sont 0,5 par 1 mètre. Je vais étudier la situation en été et en hiver, et ce que je remarque, c'est que plus j'augmente le volume de gaz dans un double vitrage, eh bien, plus ma pression augmente. J'aurai une contraction en hiver et une dilatation en été. Si maintenant, et c'est à peu près linéaire, c'est pas tout à fait linéaire pour la bonne et simple raison que plus j'augmente le volume de gaz, donc plus j'augmente la grandeur de l'écarteur, plus le vitrage va se déformer et donc ce n'est pas une augmentation de pression isochore, donc à volume constant. Les chiffres, et je fais le même exercice en triple vitrage, je vais augmenter donc les dimensions des écarteurs et j'obtiens le même schéma, mais de nouveau avec des pressions beaucoup plus importantes et principalement dans la cavité extérieure. Le compartimentage et les petits bois, eh bien, ajouter des petits bois ou des compartimentages à l'intérieur d'un vitrage, ça revient évidemment à le rendre beaucoup plus rigide et je l'empêche de se déformer, comme dans la figure 2. Et même dans la plupart des cas, je vais inverser sa concavité, ce qui fait que le moment maximum qui avant était au milieu donc la contrainte maximum qui avant était
au milieu ou à peu près de la portée du vitrage se retrouve aux appuis. Hein, donc là où j'ai ajouté un effet, donc un petit bois qui a pour effet d'augmenter la rigidité du vitrage. Il se comporte en fait comme un appui. En conclusion, on peut dire que il est difficile de simplifier ce modèle de calcul, vu le nombre de paramètres et l'influence qu'un seul de ces paramètres peut avoir sur la pression finale qu'il y aura dans la cavité. Mais on peut éviter les problèmes car le modèle de calcul existe et il est paramétré. Le type de fragmentation observé lors des ruptures anticycloniques, qu'ils soient estivales ou hivernales, est toujours le même et il est en forme de sablier. Et on voit que sur la simulation numérique, les représentations en rouge sont bien celles où se produisent un maximum de fragmentation lors de la rupture et donc que le modèle colle bien à la réalité. Lorsque cette fragmentation se produit, remplacer le vitrage par un vitrage identique ne solutionnera pas le problème. Dès que les situations anticycloniques se représenteront, le vitrage cassera encore. Il faut soit modifier la rigidité du volume en diminuant l'épaisseur de verre, mais ce n'est pas toujours possible. Hein. Il faut quand même que le verre résiste au vent et aux autres charges et combinaisons de charges. Diminuer la rigidité du verre en augmentant la taille du petit côté n'est pas toujours possible non plus, vu si l'architecture est fixée. On peut aussi diminuer le volume en diminuant la taille des espaceurs ou aussi traiter thermiquement les verres. Pour les plus grands vitrages normalement dimensionnés sous les actions courantes telles que la neige, le vent, le poids propre, ces variations de pression existent aussi, bien sûr, mais elles sont d'un autre ordre de grandeur, nettement inférieur, du fait de la déformabilité du vitrage due à sa taille. Il faut donc respecter les données de calcul données par les normes, les points d'attention donnés par les normes et les documents du CSTC. Par exemple, en triple vitrage, limiter, lorsqu'on a un petit vitrage, les cavités à des espaceurs de 12 mm, 2 x 12 mm en triple vitrage, et éviter les vitrages dès la conception dont la petit côté est inférieur et à 50 cm. Lorsqu'un vitrage présente une absorption énergétique supérieure à 45%, il faut mieux effectuer un calcul précis. De même que lorsqu'on a un vitrage, je dirais, anormalement rigide, parce qu'on a choisi par exemple un triple vitrage avec un triple feuilleté à l'intérieur, eh bien là aussi on peut avoir des situations de rigidité qui provoquent des pressions importantes dans la cavité et il faut mieux faire un calcul précis. La fréquence de résonance des vitrages, c'est une particularité de la NBN S23002-2, mais qui va être prise dans le futur Eurocode vert et dont des spécifications existent aussi dans l'Eurocode vent. Celui-ci nous impose d'avoir une fréquence du premier mode de vibration pour les éléments de façade et de toiture supérieure à 5 Hz. Mais c'est relativement pénalisant pour les vitrages dont les dimensions sont supérieures à 2,8, 3 mètres. On trouve aussi dans la littérature des documents qui préconisent d'autres limites avec des valeurs inférieures à 5 Hz. La NBN S23002 a donc fixé la limite à un minimum de 4 Hz sur base de l'expérience et on espère que cette limite se retrouvera aussi dans l'Eurocode vert qui paraîtra prochainement. Alors le vitrage feuilleté en vitrage isolant, comme on l'a vu, le vitrage feuilleté, la rigidité du verre a
beaucoup d'importance sur la pression qui se développe dans les cavités. Et la rigidité du verre feuilleté, elle est conditionnée par son module en cisaillement, et donc son coefficient de transfert en cisaillement, qui lui dépend de la température. Donc c'est un facteur important, il faut en tenir compte. On a fait beaucoup de progrès au CEN-TC 129 et au CEN-TC 250 sur le verre feuilleté et sur son calcul, et ça peut faire l'objet d'une présentation spécifique. Si je récapitule les états dimensionnants en fonction des dimensions des côtés, eh bien pour les petits, comme on l'a vu, ce sera l'état limite ultime sous la pression de cavité. Pour les dimensions moyennes de vitrage, eh bien ce sera l'état limite de service ou l'état limite ultime sous les charges classiques, comme le poids propre, la neige, le vent. Il y a aussi des pressions de cavité, mais qui sont moindres dans ces dimensions-là. Et pour les tout grands vitrages, on veillera à ce que la résonance soit supérieure à 4 Hz pour ne pas entrer en résonance avec le vent. Notons encore que les versions 2 et 3 de la norme NBN S23002 version 2020 donc, ont été publiées au Moniteur au mois de juin de cette année. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois si ce type d'exposé vous intéresse.